Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir. Alors aujourd'hui, je vais vous rajouter les deux exercices restants de la première série, de la série relative à la biophysique des solutions et applications médicales. Alors donc on va traiter l'exercice 8 et l'exercice 9. Alors, exercice 8, on vous dit consider two equal compartments as shown in the figure below. Delta L is the average distance traveled by molecules in solution per unit time. C1 and C2 are the concentrations of the molecules A and B respectively. S is the section of the tube, this tube here. Question 1e. Express the quantity of substance material flow diffusing towards the concentration region C2. Question B. Deduce the expression of the diffusion coefficient D. Question number 2. Using the Stokes-Einstein law, give the expression for the diffusion coefficient D as a function of the viscosity of the medium, eta, the molar mass of the particles, m, the density of the particles, rho, and Avogadro's number, Na. Question number 3. Consider a substance containing insulin and hemoglobin diffusing through a membrane. The question is, give the diffusion coefficient of insulin, dIns, as function of the diffusion coefficient of hemoglobin, dHemo, and then you have to conclude. You have to conclude. Alors pour la version française, donc exercice 8, on vous dit soit deux compartiments égaux, comme le montre la figure ci-dessous, cette figure-là. Alors delta N, on vous dit c'est la distance moyenne parcourue par des molécules en solution. Alors vous enlevez par unité de temps, hein? D'accord, c'est la distance moyenne parcourue par les molécules en solution. C1 et C2, ce sont les concentrations des molécules A et B respectivement. Et S, c'est la section du tube. D'accord? Alors vous avez deux compartiments. Dans chaque compartiment, il y a un type de particules. Dans le premier compartiment, vous avez des particules de type A, et dans le deuxième compartiment, vous avez des particules de type B. La concentration des particules A dans le premier compartiment, elle est donnée par C1, et la concentration des particules B dans le deuxième compartiment, elle est donnée par C2. D'accord? Donc, la longueur, si vous voulez, du tube, c'est 2 delta L. Donc delta L, c'est d'ici jusqu'à là. D'accord? Donc la longueur du tube, c'est 2 delta L. Première question. Exprimer la quantité de substance, débit de matière, diffusant vers la région de concentration C2. En déduire l'expression du coefficient de diffusion D. La deuxième question. En utilisant la loi de Stokes-Einstein, donner l'expression du coefficient de diffusion D en fonction de la viscosité du milieu, eta, de la masse molaire des particules M, de la masse volumique des particules rho, et du nombre d'Avogadro, Na. Troisième partie, soit une substance contenant de l'insuline et de l'hémoglobine diffusant à travers une membrane. On vous demande de trouver le coefficient de diffusion de l'insuline
en fonction du coefficient de diffusion de l'hémoglobine. Par la suite, il faudra conclure. Voilà. Alors, donc, exercice 8 d'abord. Donc, vous avez deux compartiments. Dans chaque compartiment, il y a un type de particule. Bien sûr, il va y avoir de la diffusion. Donc, on vous demande de trouver la quantité de matière qui diffuse vers la région de concentration C2, c'est-à-dire de la région 1 vers la région 2. Alors, je vais prendre une nouvelle fenêtre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un tube, d'accord? C'est un tube cylindrique qui est séparé en deux compartiments par une membrane. D'accord? C'est une membrane qui est perméable aux deux types de particules, A et B. Alors ici, nous avons dans la région 1, nous avons une concentration C1 de particules de type A. Par contre, dans le compartiment 2, nous avons une concentration C2, d'accord, une concentration C2 de particules de type B. Alors ici, c'est C2, hein. Vous avez une concentration C2 pour les particules B dans le deuxième compartiment. Alors, donc ici, vous avez dans la région 1, vous avez un type de particule. Dans la région 2, vous avez un autre type de particule. D'accord. Il n'y a pas lieu de comparer les concentrations C1 et C2 parce qu'elles sont relatives à un type de particule différent. Ça veut dire, en d'autres termes, dans la région 1, vous avez une concentration C1 de particules A et vous avez une concentration 0 de particules A dans le deuxième compartiment. Et idem pour les particules de type B. Dans le deuxième compartiment, vous avez une concentration C2 pour les particules B et 0 concentration pour les particules B dans le premier compartiment. Voilà. Aussi, rien ne nous dit que C1 et C2 sont égales. Hein? D'accord. Rien ne nous dit que C1 et C2, les deux concentrations sont égales. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de nous intéresser au flux de diffusion, à la diffusion qui va se faire de la région 1 vers la région 2. D'accord. On s'intéressera à ce sens-là de diffusion, c'est-à-dire de la région 1 vers la région 2. Alors maintenant, cette longueur, on avait dit, c'est 2 delta n. D'accord. 2 delta n. Alors, donc, la question qu'on nous pose, quelle est la quantité de substance, débit de matière, diffusant vers la région de concentration C2? Alors, quand on vous parle de débit de matière, il faut penser directement à la masse. Alors, maintenant, delta M, on va noter ça, delta M. Delta M égale, alors, ici, donc dans la première région, nous avons des particules de type A. Maintenant, ces particules,
nous avons une concentration C1. Nous avons une concentration C1 pour les particules A dans le premier compartiment et 0 concentration pour les particules A dans le deuxième compartiment. Ça veut dire que les particules A vont diffuser du premier compartiment vers le deuxième compartiment. Bien sûr, à cause du gradient de concentration, à cause de la différence de concentration. Encore une fois, la différence de concentration relativement au même type de particules. Hein. Il s'agit ici de particules A. Je répète. Ici, on a une concentration C1. Dans la première région, nous avons une concentration C1 pour les particules A. Dans le deuxième compartiment, nous avons 0 concentration de particules A. Donc, il y a une différence de concentration s'agissant des particules A entre le premier compartiment et le deuxième compartiment. Donc, les particules A vont diffuser de la première région vers la deuxième région à cause du gradient de concentration, à cause de la différence de concentration. Donc, le flux de matière, il se déplace de la région la plus concentrée, la matière se déplace de la région la plus concentrée vers la région la moins concentrée. D'accord ? Alors maintenant, donc il va y avoir la diffusion de particules A de la première région vers la deuxième région. Mais à un certain moment, cette diffusion doit bien s'arrêter. N'est-ce pas? Quand est-ce qu'elle s'arrêtera, cette diffusion? Elle s'arrêtera quand la moitié des particules se trouvant dans la région 1 passeront dans la région 2. À ce moment-là, on aura égalité de concentration entre les deux compartiments concernant la particule A, concernant le type de particule A. D'accord. Donc la diffusion des particules A ne s'arrêtera, donc je répète, encore une fois, cette diffusion, à un certain moment, elle doit bien s'arrêter. N'est-ce pas? Quand est-ce qu'elle s'arrêtera? Elle s'arrêtera une fois que la moitié des particules A seront passées dans l'autre compartiment, c'est-à-dire le compartiment B. À ce moment-là, on aura égalité de concentration s'agissant des particules de type A. Ce n'est qu'à ce moment-là que la diffusion des particules A s'arrêtera. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il y aura la moitié, d'accord, des particules A qui passeront dans le deuxième compartiment. D'accord? Ça veut dire que cette moitié-là, elle est occupée par les particules A. Tandis que celle-ci, cette partie, c'est juste une schématisation, hein, tandis que cette partie est vide. Pourquoi est-ce qu'elle est vide, cette partie? Parce que ces particules-là, à ce moment-là de l'expérience, ces particules-là auront passé dans le deuxième compartiment. D'accord, à ce moment-là de l'expérience, les particules qui étaient ici auront déjà passé dans le deuxième compartiment. D'accord, donc qu'est-ce qu'on avait dit? La moitié des particules A passe de la région 1 vers la région 2. Alors, comment quantifier cette moitié-là de particules A qui passent de la région 1 vers la région 2? Alors, cette moitié-là, elle est donnée tout simplement par la concentration de ces particules, c'est C1. Il s'agit des particules A. Donc, leur concentration, c'est C1. C1 que multiplie delta L. D'accord? Les particules, quand elles se meuvent, elles parcourent une distance delta L. Par exemple, la particule qui était ici, elle va passer ici. Celle qui était là, elle va venir ici. Celle qui était ici, elle va venir ici. Donc, elle parcourt une distance delta L. On vous a dit delta L d'accord, c'est la distance moyenne parcourue par les molécules. Donc les particules parcourent une distance delta L.
encore une fois, cette moitié-là du compartiment 1 est vide. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là de l'expérience, si vous voulez, les particules A seront déjà... D'accord, à ce moment-là de l'expérience, les particules A seront déjà passées dans le deuxième compartiment. Donc delta M est égal à C1, que multiplie delta L, que multiplie S, qui est la section du tube. Alors les particules, regardez, les particules qu'on a considérées, elles ont une concentration C1. Maintenant, quand les particules se déplacent, elles parcourent une distance delta L. Donc C1 fois delta L, que multiplie la section du tube. Les particules, elles traversent la section du tube quand elles se déplacent. D'accord, c'est un tube cylindrique. Vous faites un clivage, c'est-à-dire vous coupez. D'accord, vous allez avoir ce qu'on appelle la section d'un cylindre. D'accord, c'est une surface circulaire comme celle-ci, comme la base du cylindre. Donc les particules, elles traversent la section du cylindre quand elles sont en mouvement. D'accord. Et alors tout ceci divisé par 2. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il n'y a que la moitié des particules A qui passent dans le deuxième compartiment, dans la deuxième région. Voilà. Alors maintenant, pardon, il ne faut pas s'arrêter uniquement à ce niveau. D'accord? Parce que même les particules B, elles vont subir une diffusion. D'accord? Elles vont passer du compartiment 2 vers le compartiment 1. D'accord? Alors, dans le compartiment 2, nous avons une concentration C2 pour les particules B et une concentration 0 pour les particules B dans la région 1. Donc les particules B vont passer du deuxième compartiment vers le premier compartiment. D'accord? Même chose que tout à l'heure. Quand est-ce que la diffusion des particules B s'arrêtera? Elle s'arrêtera une fois que la moitié des particules de type B seront passées dans le premier compartiment. Voilà. D'accord. Donc la diffusion des particules B ne s'arrêtera qu'une fois la moitié de ces particules-là, seront passées dans le premier compartiment. D'accord. Ça veut dire que ce vide-là ici, laissé par les particules A qui ont diffusé de la région 1 vers la région 2, d'accord, une partie de ce vide-là sera comblée, d'accord, par les particules de type B qui vont venir de la deuxième région pour séjourner dans la première région. On va supposer qu'il y aura uniquement cette partie qui va être occupée. D'accord, par les particules B. Donc réellement, la quantité de matière qui a diffusé de la région 1 vers la région 2, c'est cette quantité, là à laquelle on doit retrancher la quantité de matière qui est passée de la région 1 de la région 2 vers la région 1. Donc moins, d'accord, réellement la quantité de matière qui est passée de la région 1 vers la région 2, c'est cette quantité-là à laquelle on doit retrancher la quantité de matière qui est passée du compartiment 2 vers le compartiment 1. Donc réellement, la quantité de matière qui a diffusé de la région 1 vers la région 2, c'est uniquement ce vide-là qui est là. D'accord? Donc moins. Alors, on doit retrancher le terme suivant. Alors, le terme relatif à la diffusion des particules B de la région 2 vers la région 1. Alors, il s'agit des particules B, donc la concentration c'est C2. Ces particules, durant leur mouvement, elles parcourent une distance delta L, donc il faudra multiplier par delta L, et aussi par S qui est la section du tube. Encore une fois, les particules, quand elles se déplacent, elles traversent
la section du tube, que divise 2, bien évidemment, parce qu'il n'y aura que la moitié des particules B qui passeront de la région 2 vers la région 1. D'accord? Voilà. Donc ça, delta M, c'est la quantité de matière qui se déplace, bien si vous voulez, c'est la quantité de matière diffusant de la région 1 vers la région 2. D'accord. Alors maintenant, ça c'est les concentrations ici. C'est les concentrations pondérales. D'accord. Bien. Concentration pondérale ou bien concentration massique. D'accord? Alors, C1, l'unité de C1, c'est quoi? C1, c'est quoi? Concentration pondérale, c'est la masse, d'accord? Que divise le volume de la solution, n'est-ce pas? Alors, concentration pondérale, on la note aussi Cp. Elle est là, Cp, c'est la masse par un volume. D'accord? Donc, la concentration pondérale, c'est la masse par un volume. Donc, l'unité de la concentration, c'est quoi? La masse, elle s'exprime en grammes ou en kilogrammes, donc c'est grammes par mètre cube. D'accord? Le volume, il s'exprime aussi en mètre cube, ou bien en litres. D'accord? Ou bien centimètre cube. D'accord? Donc C1, l'unité de C1, c'est grammes par mètre cube. Alors si vous prenez maintenant ce terme, C1, delta L, que multiplie S. Donc l'unité de C1, c'est grammes par mètre cube. Grammes par mètre cube. L'unité de delta L, c'est une distance. C'est la distance, elle s'exprime en mètres. Et la section du tube, ce n'est rien d'autre que la surface. C'est la surface de la section du tube. Et la surface, elle s'exprime en mètres carrés. Alors, mètre et mètre carré, ça donne mètre cube, n'est-ce pas? Que multiplie grammes par mètre cube. Mètre cube se simplifie avec mètre cube et il nous restera uniquement l'unité relative à la masse qui est le gramme. D'accord? Donc cette quantité exprime bel et bien une quantité de matière qui est la masse. D'accord? Même chose pour ce terme. D'accord? La différence entre deux masses, ça nous donne une masse. D'accord? 2, c'est un nombre. D'accord? Il est adimensionnel, il est sans dimension. D'accord? Donc cette quantité-là, ce produit-là, il exprime bel et bien une masse. Voilà. Donc ça, c'est la quantité de matière qui diffuse de la région 1 vers la région 2. Voilà.
Donc la quantité de matière diffusant vers la région de concentration C2 est... Donc cette quantité, elle est donnée par cette expression. Alors si on vous avait dit de déterminer la quantité de substance dissoute diffusant vers la région de concentration C1, d'accord, non pas C2, ici on vous demande de trouver la quantité de matière diffusant vers la région de concentration C2. Si on vous avait demandé de trouver la quantité de substance diffusant vers la région de concentration C1, non pas vers la région de concentration C2. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Eh bien, il faudra prendre l'inverse. D'accord? Il faudra prendre l'inverse. Il faudra intervertir entre ces deux termes. D'accord? Ça veut dire qu'il va y avoir d'abord, il faut considérer d'abord la diffusion des particules B de la région C2 vers la région C1. Ensuite, à cette quantité de matière-là qui s'est déplacée de la région 2 vers la région 1, vous devez soustraire ou bien retrancher la quantité de matière qui passera de la région 1 vers la région A, vers la région 2. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors deuxième question. Donc on vous demande de déduire l'expression du coefficient de diffusion. D'accord? Alors vous savez que le coefficient de diffusion, etc., il intervient dans les lois de Fick. D'accord? Ça veut dire que cette équation, il faudra la rafistoler, si vous voulez, la triturer un peu, de telle sorte à avoir, vers la fin, une relation qui ressemblera à la loi de Fick. D'accord? Alors la relation de Fick, la première loi de Fick, elle est ici. Hein? Donc la première loi de Fick, d de m sur dt égale ds d de c sur dx. Donc il faudra, à partir de l'équation, à partir de cette équation-là, il faudra faire ressortir une équation qui ressemblera à celle-ci, pour ainsi faire l'identification entre les deux équations et en tirer l'expression du coefficient de diffusion. Donc qu'est-ce qu'on fait? D'abord on divise par delta t. On divise les deux membres de l'équation par delta t. D'accord? Les deux membres de cette équation, on les divise par delta t. Donc ici je multiplie par 1 sur delta t, ici je divise par delta t. Alors au niveau du deuxième membre de l'équation, je multiplie et je divise par delta L. D'accord? Alors si je multiplie et je divise par delta L, c'est comme si je n'avais rien fait. Delta L sur delta L est égal à 1. C'est 1. D'accord? Mais je dois faire apparaître delta L. Pourquoi? Parce que dans la première loi de Fick, vous avez X. X ou L, hein, c'est la même chose. C'est relatif à la distance. D'accord? Voilà. Alors donc delta M sur delta T. Alors vous factorisez n demi. Vous prenez delta L. Vous factorisez le delta L. Avec ce delta L là, ça vous fera delta L au carré que divise delta T. Le delta T il est ici. Alors entre parenthèses, il nous restera C1 moins C2 que divise ce delta L qui est là. D'accord? Alors le delta L au carré, c'est celui-là que vous factorisez, que multiplie ce delta L, c'est ça qui donne ce delta L au carré qui est là. Le delta L qui est ici, il reste tel quel, on ne l'a pas touché. D'accord? Il est là. Bien sûr que multiplie S. Vous pouvez aussi factoriser le S. D'accord? Donc, delta M sur delta T égale à 1 demi delta L au carré sur delta T, que multiplie S, que multiplie C1 moins C2, que divise delta L. Alors, pour répondre à la deuxième question, on nous demande de trouver l'expression du coefficient de diffusion D.
Donc en faisant l'identification avec la première équation de Fick, d'accord, l'équation qu'on a trouvée, c'est celle-là. Delta M sur delta T, d'accord, égale à ds. Le D, c'est ça, hein, S fois C1 moins C2, que multiplie C1 moins C2, que divise delta N. D'accord. La première loi de Fick, c'est dérivée de M par rapport au temps égale à ds dérivée de la concentration par rapport à la distance. D'accord, dérivée de la concentration par rapport à la distance. Ça veut dire que c'est la variation de la concentration par rapport à la variation de la distance, par rapport à la variation de la position x. D'accord. d de m sur dt, c'est la variation de la masse par rapport à la variation du temps. Ça veut dire que c'est la variation de la masse dans le temps. D'accord. Ici, il s'agit de variations infinitésimales. D'accord. Il s'agit de petites variations, dm. Quand on passe aux grandes variations, on remplace le d droit, ça c'est ce qu'on appelle d droit. On le remplace par delta, pour signifier qu'on a affaire à de grandes variations. Donc delta m sur delta t, ça va être ds, c'est la même chose ici. d de c sur dx, c'est delta c sur delta x, c'est c1 moins c2 sur delta l. D'accord. Alors, donc en faisant l'identification entre ces deux équations, entre celle-là et celle-là, on peut dire que D est donné par cette expression-là. D'accord. Voilà. Le D, il est égal à delta L au carré sur 2 delta T. Et son unité, delta L, c'est une distance, donc c'est au carré, c'est le mètre au carré. Le temps, il s'exprime en secondes, donc c'est le mètre carré par seconde. Donc on passe à la deuxième question. D'accord. En utilisant, donc on vous dit la loi de Stokes-Einstein, donner l'expression du coefficient de diffusion D en fonction de la viscosité du milieu état, de la masse molaire des molécules, de la densité de la masse volumique et du nombre d'Avogadro. D'accord. Voilà, alors on vous dit ici, le coefficient de diffusion est lié au libre parcours moyen L des molécules de soluté. D'accord. Le libre parcours moyen, ça veut dire c'est la distance delta L dont on avait parlé tout à l'heure. C'est la distance que parcourent les particules du soluté dans la solution au cours de leur diffusion. D'accord. D'accord, donc c'est la distance que parcourent les particules du soluté dans la solution au cours de leur diffusion. D'accord, au cours de leur diffusion. Alors aussi, ce coefficient de diffusion, il tient compte, on vous dit, de deux forces. La première force, c'est la force motrice due à l'agitation thermique. La force motrice, c'est-à-dire c'est la force qui est à l'origine du mouvement, qui induit ou bien qui engendre ou bien qui cause le mouvement.
D'accord? C'est une force motrice. D'accord? Et il tient compte aussi, le coefficient de diffusion, de la force de résistance, de frottement, dépendant de la viscosité du milieu. D'accord? Quand un soluté se déplace dans un milieu, dans une solution, d'accord? Cette solution, elle est caractérisée par une certaine viscosité. D'accord? Par une certaine viscosité qui est en fait une résistance au déplacement des particules. Donc la loi de Stokes-Einstein, elle donne le coefficient de diffusion D en fonction de la constante de Boltzmann, en fonction de la température et en fonction de F. F, c'est le coefficient de friction. D'accord, c'est le coefficient de friction. Il décrit les frottements d'accord, le coefficient de friction, il décrit les frottements d'accord, il décrit les frottements auxquels sont soumises, si vous voulez, auxquels est soumis le mouvement des particules. D'accord? Donc F, c'est le coefficient de frottement, d'accord, qui décrit, c'est le coefficient de friction, pardon, qui décrit les frottements auxquels est soumis le mouvement des particules au cours de leur diffusion. Kb, c'est la constante de Boltzmann, donc elle vaut 1,38 fois 10 moins 23 mètres carré kilogramme seconde moins 2 Kelvin moins 1. Alors maintenant, on vous dit D augmente avec la température. C'est évident, si T augmente, le D va augmenter. C'est-à-dire il y aura plus d'agitation thermique. C'est ce qui va donner plus d'impulsion aux particules pour se mouvoir. D'accord? Augmente avec la température ou bien lorsque le coefficient de friction diminue. S'il n'y a pas de frottement, bien sûr, le mouvement il se fera de manière d'accord, le mouvement il y aura une fluidité, si vous voulez, concernant le mouvement des particules, si on est en face d'un milieu qui ne présente pas de frottement. D'accord? Ce coefficient de friction F, il est égal à 6π eta. Eta, c'est la viscosité du milieu, et R, c'est la taille de la particule qui est en mouvement. C'est la taille de la particule qui diffuse. Si vous voulez, c'est le rayon de la particule. Si on suppose que les particules sont sphériques, le R, c'est le rayon de la particule. Donc le coefficient de friction dépend de la taille des molécules et de la viscosité eta de la solution. Alors maintenant, il ne faut pas perdre de vue ce que nous cherchons. Hein? Donc on cherche d'accord. On vous dit en utilisant la loi de Stokes-Einstein, donnez l'expression du coefficient de diffusion D en fonction de la viscosité du milieu, de la masse molaire des particules, de la masse volumique et du nombre d'Avogadro. C'est ce que nous cherchons. La loi de Stokes-Einstein, c'est celle-là. D égale à KBT sur F. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, on va considérer une seule particule. D'accord? La masse d'une particule de la substance qui diffuse. Alors, la masse d'une particule, elle est égale à quoi? C'est la masse molaire que divise le nombre d'Avogadro. La masse molaire, c'est quoi? C'est la masse d'une mole de particules. Et sachant que dans une mole de particules, d'accord, dans une mole de particules donnée, nous avons un nombre d'Avogadro de particules. Ça veut dire que la masse d'une particule,
c'est la masse molaire que divise le nombre d'Avogadro. C'est la masse d'une mole d'atomes, d'une mole de particules, qui est la masse molaire, que divise le nombre d'atomes ou de particules que contient cette mole-là que nous avons considérée. Donc ça, c'est la masse d'une particule. Hein? C'est la masse molaire que divise le nombre d'Avogadro. La masse molaire, c'est la masse d'une mole de particules donnée. Et dans une mole de particules donnée, vous avez un nombre d'Avogadro de particules. Donc M sur Na, ça vous donne la masse d'une particule. Et cette masse-là, elle est égale à quoi? Elle est égale à la densité, à la masse volumique que multiplie le volume. La masse volumique, c'est quoi? C'est M divisé par V. Le V simplifié avec le V, vous allez avoir M. M est égal à M. Voilà. D'accord? Rho, c'est la masse volumique. Alors maintenant, on considère des particules sphériques. D'accord? Le volume d'une sphère, il est égal à 4 tiers de pi r au cube. Ça, c'est le volume de la sphère. Que multiplie ρ, bien sûr. Alors, Na, c'est le nombre d'Avogadro. Vous avez sa valeur ici. Rho, c'est la masse volumique. Les particules sont supposées sphériques, etc. Donc, on aura M sur Na. D'accord? M sur Na égale à cette quantité. M sur Na égale à 4 tiers pi r au cube ρ. Ce qui implique que M est égal à 4 tiers pi r au cube ρ Na. D'accord? Alors, on extrait le R. Ceci implique que R est égal à la racine cubique de 3m que divise 4 pi ρ Na. D'accord? Alors, la question, elle est posée de la manière suivante. On vous dit en utilisant la loi de Stokes-Einstein. D'accord? Ça veut dire qu'il faut faire appel à la loi de Stokes-Einstein, qui est là. D égale à kBT sur F. D'accord? La température, on ne la connaît pas. D'accord? Le coefficient de friction, il est donné en fonction de R. kBT, c'est une constante. D'accord? Donc, il faudra remplacer dans cette expression R, il faudra remplacer R par son expression. D'accord? Il faudra remplacer R par son expression. Donc c'est kBT que divise 6pi eta R. Alors le coefficient de friction F est égal à 6pi eta R. 6pi eta R. Donc vous remplacez R, ça donne kBT que divise 6pi eta. R c'est 3m sur 4pi ρ Na. Tout ça à la puissance 1 tiers. La racine cubique c'est aussi puissance 1 tiers. La racine carrée c'est puissance 1 demi. D'accord? Donc D, ça va être égal à kBT sur 6pi eta que multiplie 3 sur 4pi ρ Na, puissance 1 tiers. Alors ici, j'ai isolé le M, la masse molaire, que multiplie M à la puissance 1 tiers. Je l'ai fait exprès parce que j'en aurai besoin pour la suite de l'exercice. D'accord. Donc on vous a dit le coefficient de diffusion en fonction de la viscosité, la masse molaire, la densité, la masse volumique et le nombre d'Avogadro. Donc le coefficient de diffusion en fonction de la viscosité, la masse volumique, la masse molaire et le nombre d'Avogadro. Voilà. D'accord? Donc ici, il suffit d'extraire, de trouver l'expression de R et de la remplacer dans la relation de Fick. C'est la seule chose qu'on peut, dans la relation de Stokes-Einstein. C'est la seule chose qu'on peut, si vous voulez, manipuler dans cette expression relative à la loi de Stokes-Einstein.
D'accord, parce que KBT c'est une constante, la température si elle est donnée c'est une constante, état aussi, la viscosité. D'accord. Donc c'est le R qui dépend de la masse volumique, de la masse molaire, ainsi de suite. D'accord. Voilà. Alors maintenant, troisième question. Donc on vous dit, soit une substance contenant de l'insuline et de l'hémoglobine diffusant à travers une membrane. D'accord. Donc vous avez un mélange constitué d'insuline et d'hémoglobine. Ce mélange, il diffuse à travers une membrane qui est perméable aux deux types de substances considérées. Donc la question, c'est de trouver le coefficient de diffusion de l'insuline en fonction du coefficient de diffusion de l'hémoglobine. Ensuite, il faudra conclure. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on était arrivé ici. Alors, D égale à KBT sur 6 pi eta, Q multiplie 3 sur 4 pi rho NA puissance 1 tiers, Q multiplie M à la puissance un tiers. D'accord? Q multiplie M à la puissance 1 tiers. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, si je fais le produit, regardez, ici vous avez D que divise 1. Ici vous avez KBT que divise tout ça. Donc je vais avoir D fois ce terme, d'accord, D fois tout ce terme, égale à KBT. D'accord. Alors j'extrais le terme D qui multiplie M à la puissance 1 tiers. Ça va être égal à quoi? Ça va être égal à KBT que divise 6 pi eta que multiplie 3 que divise 4 pi rho NA puissance 1 tiers. Voilà. Ça, c'est la relation finale qu'on va utiliser pour répondre à la troisième question. Le coefficient de diffusion de l'insuline, des insulines, en fonction du coefficient de diffusion de l'hémoglobine. Alors, si je considère l'insuline, d'accord, alors l'expression qui va décrire la diffusion de l'insuline, elle sera donnée par quoi? Eh bien, elle sera donnée par cette équation-là. Sauf que je ne vais pas considérer n'importe quel coefficient de diffusion, mais je vais considérer le coefficient de diffusion de l'insuline. Aussi, je ne vais pas considérer n'importe quelle masse molaire, mais je vais considérer la masse molaire de l'insuline. Donc j'aurai des insulines qui multiplient la masse molaire de l'insuline puissance 1 tiers égale à KBT que divise 6 pi eta que multiplie 3 sur 4 pi rho insuline Na puissance 1 tiers. Alors ici, on suppose que les deux substances se trouvent dans l'eau. Donc la viscosité, c'est la viscosité de l'eau. Voilà, donc celle-là, c'est la première équation. Pour l'hémoglobine, maintenant, c'est la même équation, sauf qu'il faudra remplacer D insuline par D hémoglobine, M insuline par M hémoglobine, et rho insuline par rho hémoglobine. Vous avez, et ainsi vous obtiendrez la deuxième équation. Alors maintenant, on suppose qu'on travaille dans les mêmes conditions, c'est-à-dire dans les mêmes conditions de température. Les deux substances se trouvent dans le même milieu, donc c'est la même viscosité. Et on suppose aussi que la densité volumique de l'hémoglobine est approximativement égale à la densité volumique de l'insuline. Même expérimentalement, c'est le cas. La densité volumique de l'hémoglobine est pratiquement identique à la densité volumique de l'insuline. D'accord? Alors, les deux substances se trouvent dans l'eau. Alors, si on divise les deux équations, l'une sur l'autre, bien sûr, membre à membre. D'accord? Le premier membre divisé par le deuxième membre, par le premier membre, pardon. Le premier membre de la première équation
divisé par le premier membre de la deuxième équation, et le second membre de la deuxième équation, on va le diviser par le deuxième membre de la deuxième équation. D'accord? Donc l'équation 2 que divise l'équation 1. D'accord. Alors on avait dit ρ hémoglobine est égal à ρ insuline. D'accord. Si on impose ça, ce terme-là, il sera égal à ce terme. On aura deux équations. Les deux membres. Alors le second membre des deux équations les seconds membres des deux équations sont identiques. D'accord. Ça c'est le premier membre, ça c'est le deuxième membre. D'accord. Ça c'est le premier membre de l'équation, ça c'est le second membre de l'équation. Alors les seconds membres des deux équations sont identiques. D'accord? Les deuxièmes membres des deux équations sont identiques. Ça veut dire que si je fais 2 divisé par 1, je vais avoir D hémoglobine fois M hémoglobine que divise D insuline fois M insuline, D hémoglobine fois M hémoglobine que divise D insuline fois M insuline. D'accord? Et ceci sera égal à 1, parce que les deuxièmes membres des deux équations sont identiques. D'accord? Ainsi, on aura D hémoglobine est égal à D insuline. D'accord? Que multiplie la masse de l'insuline, que divise la masse de l'hémoglobine, puissance 1 tiers. D'accord? Vous pouvez extraire aussi, si vous voulez, des insulines en fonction du coefficient de diffusion de l'hémoglobine. Là, on a extrait le coefficient de diffusion de l'hémoglobine en fonction du coefficient de diffusion de l'insuline. On aurait pu faire l'inverse. D'accord? Donc ça va être égal à D insuline racine cubique de M insuline que divise M hémoglobine. D'accord? Alors ça, on l'a vu dans le cadre de la deuxième vidéo sur le cours, je pense. D'accord? Cette équation, elle nous dit quoi? Elle nous dit que l'hémoglobine, le coefficient de diffusion, elle nous dit que le coefficient de diffusion de l'hémoglobine n'est pas égal, n'est pas identique au coefficient de diffusion de l'insuline. D'accord? Il y a ce coefficient-là qui est un coefficient de proportionnalité. D'accord? D hémoglobine n'est pas exactement égal à D insuline. D'accord? D'accord? Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans votre mélange d'hémoglobine et d'insuline, les deux substances, insuline et hémoglobine, elles ne vont pas diffuser de la même manière. D'accord? Elles ne vont pas diffuser de la même manière. Voilà. L'une des deux substances, si vous voulez, va diffuser soit plus rapidement ou plus lentement que l'autre. D'accord? Et c'est ça qui permettra de séparer l'hémoglobine de l'insuline. Alors l'hémoglobine, elle est relative D'accord, l'hémoglobine, elle est relative au sang, n'est-ce pas? Voilà, donc l'hémoglobine, c'est une protéine, d'accord, qui se trouve dans le sang. Voilà. Et l'insuline, elle est sécrétée dans le sang aussi. Hein? D'accord, donc il faudra séparer cette insuline du sang. Voilà, dans l'industrie pharmaceutique, c'est ce qu'on fait. Donc on utilise la technique de diffusion pour séparer des substances de masse molaire
différentes. D'accord? On extrait la substance qui nous intéresse, dans ce cas-là, c'est l'insuline. Voilà, et par la suite, on la met en vente pour les gens qui en ont besoin, tels que les diabétiques, etc. D'accord? On la met en vente pour les gens qui en ont besoin, tels que les diabétiques. Voilà. Donc la diffusion peut donc constituer une technique de séparation des molécules de masse molaire différentes. Voilà pour l'exercice 8. On passe à l'exercice 9. Alors, je vais prendre 2 minutes, ensuite je reprends. Alors, exercice 9. Donc, cet exercice, il traite de la loi de Nernst, d'accord, relative au potentiel membranaire, relative au potentiel qui se crée à... d'accord, la loi de Nernst, elle est relative au potentiel qui se crée au niveau d'une membrane. Voilà, ce qu'on appelle le potentiel membranaire. Donc, on considère 2 compartiments A et B séparés par une membrane perméable. D'accord? Perméable aux ions K+. Les concentrations de K+, dans les compartiments A et B sont respectivement 0,01 M et 0,01 M. D'accord? Alors, M, c'est une unité qui est égale à mol par litre. D'accord? On a vu ça la dernière fois. D'accord? Voilà. Grand M, c'est mol par litre. Voilà. Donc, 2 compartiments A, B. Ici, vous avez une membrane. La concentration des ions K+, ici, c'est 0,1 mol par litre. Grand M, c'est mol par litre. Et ici, c'est 0,01. Alors, on vous dit calculer la différence de potentiel EA moins EB pour laquelle l'ion K+ est à l'équilibre. Pour cette différence de potentiel, quelle est la valeur du flux net de K+. D'accord? Alors, exercise 9. We consider 2 compartments, A and B, separated by a membrane permeable to K+ ions. Okay? The concentrations of K+ in compartments A and B are 0.1 M and 0.01 M respectively. Question number 1. Calculate the potential difference EA minus EB for which the ion K+ is in equilibrium. Question number 2. For this potential difference, what is the value of the net flux of K+? Ok? Alors, exercice 1. Calculer la différence de potentiel pour laquelle l'ion K+ est à l'équilibre.
Je prends une nouvelle fenêtre. D'accord, alors vous avez deux compartiments. Donc on a vu ça dans la dernière vidéo relative au cours. Hein. Ici vous avez une membrane, d'accord, qui est perméable aux ions K+. D'accord, ici vous avez une certaine concentration. D'accord, des ions K+. Et ici vous avez une autre concentration des ions K+. D'accord. Alors les concentrations qu'on vous donne ici, ici on vous dit 0,1, grand M, et ici c'est 0, 0,1, grand M. D'accord. Les concentrations qu'on vous donne ici, ce sont les concentrations finales. D'accord. Ce sont les concentrations finales. D'accord. Parce que le potentiel membranaire, il est induit, il est engendré par la diffusion. D'accord. S'il n'y avait pas de diffusion, il n'y aurait pas de potentiel membranaire. D'accord. Donc ce n'est qu'après diffusion qu'il y a naissance ou apparition du potentiel membranaire. Donc ces concentrations-là, c'est les concentrations finales, d'accord, de l'ion K+, qui, d'accord, qui sont dues à la diffusion des ions K+, et une fois cette diffusion faite, il va y avoir apparition d'un potentiel membranaire. D'accord. Alors, d'accord. Donc vous avez ici les concentrations. Ici, ce sont les concentrations finales. D'accord. Alors c'est clair que la diffusion se fait de ce compartiment vers ce compartiment. N'est-ce pas? Parce qu'ici, la concentration, elle est plus grande que la concentration ici. Même si nous avons affaire en concentration finale. D'accord. Donc les particules, les ions K+, vont passer de ce compartiment vers ce compartiment. D'accord. Alors initialement, les deux compartiments sont neutres. D'accord. Ici, on a considéré uniquement les ions K+, mais il y a d'autres types d'ions. D'accord, qui fait que les deux compartiments restent, qui fait que les deux compartiments soient neutres. D'accord, mais ici, on considère uniquement le mouvement des ions K+. D'accord. Alors, si maintenant, les ions K+, passent de ce compartiment vers ce compartiment, ça veut dire ici, il va y avoir accumulation de charges positives. Et ici, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir déficit de charges positives ou bien accumulation de charges négatives. D'accord? Voilà. Alors, ce phénomène est très bien expliqué dans la troisième vidéo relative au cours. Hein? D'accord.
D'accord? Donc ça, c'est le flux de diffusion dû à la différence de concentration. Maintenant, cette diffusion, qu'est-ce qu'elle a engendré? Elle a engendré un potentiel membranaire, elle a engendré une différence de potentiel. D'accord? Ici, vous allez avoir accumulation de charge positive et ici, vous allez avoir accumulation de charge négative. Et cette différence de potentiel qu'on appelle un gradient électrique, d'accord, elle va engendrer une force qui va contrecarrer, d'accord, le flux de diffusion qui est dû à la différence de concentration. D'accord? Alors, donc, vous avez... Alors, je prends uniquement la membrane. Hein. La membrane, elle est ici. Voilà. Alors, K+, donc le mouvement dû au gradient de concentration, c'est-à-dire le flux de diffusion, il se fait dans ce sens. D'accord. Maintenant, ce flux de diffusion, qu'est-ce qu'il engendre? Il engendre une différence de potentiel électrique de part et d'autre de la membrane. D'accord. Il ne faut pas perdre de vue que K+ est un ion positif. D'accord. Donc vous avez une partie, un côté de la membrane qui est chargé positivement et un côté, et l'autre côté il est chargé négativement. D'accord. Ça veut dire qu'il va y avoir création d'un champ électrique. N'est-ce pas? Vous avez un gradient électrique. Ce gradient électrique va induire un champ électrique. Et le champ électrique, qu'est-ce qu'on avait dit? Il est sortant du charge positive et rentrant vers les charges négatives. D'accord? Donc, le champ électrique, il est dans ce sens. Il est sortant des charges positives et rentrant vers les charges négatives. D'accord? Donc ce champ électrique, donc le gradient électrique va engendrer un champ électrique, lequel champ électrique va induire une force qui s'appliquera sur l'ion K+. Donc la force qui va s'appliquer sur l'ion K+, due à ce champ électrique créé par ce gradient électrique, elle sera égale à quoi? Elle sera égale à la charge. La charge ici, elle est positive. C'est un ion positif. D'accord? Q positif. Q multiplie le champ électrique. Ça veut dire que l'ion K+, il se déplace dans le même sens que le champ électrique. D'accord? L'ion K+, le gradient électrique va faire en sorte à ce que l'ion K+, si vous voulez, se déplace dans ce sens. D'accord? Donc vous avez un flux de diffusion. Les ions K+ diffusent à cause du gradient de concentration. Ensuite, ce gradient de concentration va induire un gradient électrique, lequel gradient électrique induit un champ électrique qui, à son tour, engendre une force qui s'applique sur les ions K+, et qui est orientée inversement par rapport au flux de diffusion. D'accord? Et à l'équilibre, si vous voulez, vous allez avoir d'accord, à l'équilibre, on aura ces deux tendances en mouvement, si vous voulez, qui vont se compenser exactement. C'est ça qu'on appelle l'équilibre. D'accord, au début, vous avez diffusion. Ensuite, il y a création de ce gradient électrique, bien sûr, petit à petit, au fur et à mesure que les ions diffusent. À un certain moment, ce gradient électrique va contrebalancer la première tendance au mouvement qui est due au gradient de concentration. Donc, à l'équilibre, ces deux tendances au mouvement, la première tendance qui est due au gradient électrique et la deuxième tendance qui est due au gradient de concentration, vont se compenser, ces deux tendances vont se compenser exactement. Voilà. Donc maintenant, on vous demande de
calculer cette différence de potentiel à l'équilibre. À l'équilibre. D'accord. Alors, ces deux concentrations, les deux concentrations de part et d'autre de la membrane, elles ne pourront jamais être identiques. Hein. D'accord. Si on avait affaire à de la diffusion, si on avait affaire à une diffusion de particules non chargées, qui ne sont pas chargées, à ce moment-là, oui, la diffusion ne s'arrêtera qu'une fois les deux concentrations de part et d'autre de la membrane deviennent identiques. D'accord. Si les particules n'étaient pas chargées, la diffusion ne s'arrêtera qu'une fois les concentrations de part et d'autre de la membrane deviennent identiques. Qu'une fois que les deux concentrations de part et d'autre de la membrane deviennent identiques. D'accord, je répète. Si on avait affaire à une diffusion de particules neutres, c'est-à-dire des particules qui ne sont pas chargées, à ce moment-là, la diffusion ne s'arrêtera qu'une fois les deux concentrations de part et d'autre de la membrane deviennent identiques. D'accord. Mais il se trouve qu'ici, nous avons affaire à des particules chargées. D'accord. Donc ces deux concentrations ne pourront jamais devenir identiques. Pourquoi? Parce qu'il y a une deuxième tendance en mouvement qui arrête, qui empêche, qui bloque, qui freine, qui arrête le processus de diffusion. Et du coup, les deux concentrations ne pourront jamais devenir identiques. D'accord? Parce qu'on a affaire à des particules chargées, et ces particules chargées induisent une deuxième tendance au mouvement qui arrête la diffusion. Mais dans le cas des particules neutres, vous avez... les particules sont libres de diffuser, si vous voulez, à leur guise. D'accord. Les particules peuvent diffuser à leur guise. Il n'y a rien qui va les arrêter. D'accord. Et à la fin, on aura... la diffusion ne s'arrêtera, dans le cas des particules neutres, la diffusion ne s'arrêtera qu'une fois les deux concentrations de part et d'autre de la membrane deviennent identiques. Voilà. Alors maintenant, alors on vous dit le mouvement des ions à travers une membrane perméable est dû au potentiel chimique, force due à la différence de concentration. D'accord. Quand il y a un gradient de concentration, il y a diffusion, ça veut dire qu'il y a potentiel chimique, il y a de la matière qui se meut, qui se déplace. Et les ions peuvent être aussi influencés par un potentiel électrique, force due à la différence de potentiel de part et d'autre de la membrane. C'est ce qu'on vient de voir. Alors la valeur de la différence de potentiel à l'équilibre est donnée par l'équation suivante. D'accord. La valeur de la différence de potentiel à l'équilibre est donnée par l'équation suivante. À l'équilibre, c'est-à-dire l'équilibre, il est relatif à la situation où les deux tendances au mouvement se compensent exactement, se contrebalancent, si vous voulez. D'accord, les deux tendances, elles se contrebalancent, elles se compensent exactement. Voilà, alors il suffit d'appliquer la loi de Nernst. Alors c'est EA, on vous a dit EA moins EB. Hein? EA moins EB. Alors EA moins EB, ça il faut voir le cours. Alors c'est RT sur ZF. R c'est la constante des gaz parfaits, T c'est la température, Z c'est la charge que porte l'ion, et F c'est la constante de Faraday. D'accord. Et que multiplie logarithme népérien de la concentration des ions K+ dans le compartiment B que divise la concentration des ions K+ dans le compartiment A.
Alors regardez, ici, alors EA, donc c'est le potentiel, A, c'est le compartiment à partir duquel se fait la diffusion, n'est-ce pas? Ça, c'est le compartiment A. La diffusion, elle se fait d'ici. D'accord. Alors, selon les concentrations que nous avons ici, c'est les concentrations finales, on peut déduire le sens de la diffusion. La diffusion, elle se fait du compartiment 1 vers le compartiment 2. D'accord. Non pas parce que... d'accord, elle ne peut pas se faire du compartiment B vers le compartiment A. D'accord. Parce que la concentration ici, elle est supérieure à la concentration ici. La concentration dans le compartiment A est supérieure à la concentration dans le compartiment B, même s'il s'agit des concentrations finales. D'accord. Si ce n'était pas des particules chargées, si c'était des particules neutres, on aurait eu égalité entre ces deux concentrations. D'accord. Mais là, tellement les particules elles sont chargées, la diffusion n'a pas pu arriver, la diffusion n'a pas pu arriver à son terme. C'est pour ça que cette concentration ici reste toujours inférieure à celle-là. Mais le sens de diffusion, intuitivement, on déduit que la diffusion s'est faite d'ici à là. D'accord. Voilà. Donc A, c'est le compartiment à partir duquel diffuse la matière, et B, c'est le compartiment vers lequel diffuse la matière. D'accord. Alors ici, vous avez pris A moins B. C'est-à-dire le compartiment à partir duquel diffuse la matière moins le compartiment, d'accord, vers lequel diffuse la matière. Et bien ici, concernant le logarithme, il faut prendre l'inverse. Il faut considérer B sur A. D'accord, c'est le compartiment vers lequel diffuse la matière que divise le compartiment duquel diffuse la matière. Donc la température c'est 29 degrés Celsius. Donc EA moins EB, c'est voilà. R c'est la constante des gaz parfaits, c'est 832. 302 Kelvin, 29 plus 273 c'est 302 Kelvin. La charge de l'ion K+, c'est plus 1. La constante de Faraday, c'est 96 490. Et le logarithme, la concentration dans le compartiment B, c'est 0,01. Dans le compartiment 1, A, pardon, c'est 0,1. D'accord, la charge que porte l'ion K+, F, c'est la constante de Faraday, valant 96 490 coulombs par mol. Elle correspond à la quantité d'électricité nécessaire pour réduire ou oxyder une valence d'un électrolyte. D'accord, c'est la quantité d'électricité qu'il faudra apporter pour soit permettre à chaque électrolyte constituant la mole qu'on considère, d'accord, la constante de Faraday, donc c'est la quantité d'électricité qu'il faudra apporter si vous avez une mole d'un électrolyte donné. D'accord. Si vous voulez que chaque particule de cette mole-là que vous avez considérée, si vous voulez que chaque électrolyte de cette mole-là que vous avez considéré cède ou capte une valence, c'est-à-dire un électron, eh bien, il faudra apporter cette quantité d'énergie. Voilà, 96 490 coulombs par mol. Donc, en faisant l'application numérique, d'accord, donc on va avoir EA moins EB égale à moins 0,060 volts, ce qui est égal à moins 60 millivolts. D'accord. Alors, l'équation, elle est là. R, T sur ZF, etc. Alors, R,
Son unité, c'est joule moins le moins 1, Kelvin moins 1. On a pris 8,32. Voilà. T s'exprime en Kelvin. R fois T, ça donne joule moins le moins 1. Le Kelvin, il se simplifie avec le Kelvin. Donc ça donne joule moins le moins 1. Maintenant, la constante de Faraday, elle s'exprime en coulomb par molle. Ou bien coulomb moins le moins 1. D'accord. Alors vous avez ici RT sur ZF. Z c'est 1, c'est son dimension. Donc c'est joule moins le moins 1 que divise coulomb moins le moins 1. Donc ça donne joule par coulomb. Donc c'est des volts. D'accord, joule par coulomb c'est des volts. D'accord, l'énergie potentielle. L'énergie potentielle. C'est une énergie, elle s'exprime en joule, n'est-ce pas? Elle est égale à quoi? C'est égal à la charge que multiplie le potentiel V. D'accord? D'accord. L'énergie potentielle, par exemple, d'une charge donnée, par exemple, Q. D'accord. Cette énergie potentielle, elle est égale à la charge Q, que multiplie le potentiel dans lequel se trouve cette charge-là. Le potentiel, alors l'énergie s'exprime en joule, c'est une énergie. La charge s'exprime en coulomb. Le volt, il s'exprime en volt. Donc joule par coulomb, joule que divise joule par coulomb, c'est joule par coulomb, donc c'est volt. D'accord. Donc joule par coulomb, ça donne volt. Donc joule par coulomb, ça donne volt, hein, pas volt. Alors ensuite on vous dit pour cette différence de potentiel, quelle est la valeur du flux net de K+. Alors ici on a calculé la différence de potentiel à l'équilibre. Hein. D'accord. À l'équilibre. D'accord. Alors à l'équilibre. Qu'est-ce qu'on avait dit? À l'équilibre, ces deux tendances en mouvement, ces deux tendances en mouvement vont se compenser exactement. Ça veut dire qu'il y a en K+, ça veut dire qu'il y a en K+, et il est, si vous voulez, il est immobile. D'accord. Parce qu'il est assujetti, à deux forces qui se compensent. Du coup, l'ion K+ ne pourra plus se déplacer. L'ion K+ se retrouvera donc immobile, donc le mouvement de l'ion K+ s'interrompra. D'accord. Dans un sens comme dans l'autre. D'accord. Alors vous avez ici deux flux, hein, le flux de diffusion et le flux dû au gradient électrique. Le flux net, c'est quoi? C'est la somme de ces deux flux. Comme nous sommes à l'équilibre, ces deux flux se compensent. Donc le flux net sera égal à 0. Voilà. Donc à l'équilibre, le flux net d'ion est nul. Voilà, je vous remercie.